Bonsoir. Il a défrayé la chronique le 30 avril dernier en annonçant sa démission de son parti, le mouvement progressiste. La nouvelle a sonné comme un coup de tonnerre et suscité moult interrogations. Les supputations sont allées dans tous les sens, chacun se risquant à son commentaire pour essayer de justifier ou de comprendre la décision du désormais ex-coordonnateur du MP. Il est avec nous ce soir. Nous évoquerons toutes ces questions avec lui et nous parlerons également, consacrerons une partie de cette émission à la gestion de la pandémie du Covid-19 dans notre pays. Bienvenue à Parole d'Homme sur Canal 2 International. Notre invité ce soir s'appelle Jean-Jacques Ekindi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs. J'espère que nous vous ferons passer un agréable moment. Ouais, merci d'avoir accepté cette invitation, quelques jours seulement après l'annonce de votre démission du parti que vous avez créé il y a une trentaine d'années de cela pour rejoindre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ou alors pour retourner au RDPC. Pourquoi une telle décision, Jean-Jacques Ekindi? Mais vous savez, pour moi, en tout cas, faire de la politique consiste à se mettre en mouvement en vue d'améliorer le contexte sociopolitique, d'améliorer les conditions des populations et de même que les infrastructures et le cadre dans lequel vont naturellement vivre ces populations-là. Les partis sont en principe des organisations qui permettent de faciliter ce travail. Autrement dit, on va dans un parti, parce qu'on a les convictions qu'on partage avec les camarades du parti. Nous, par exemple, nous sommes fédéralistes, donc nous nous mettons ensemble pour promouvoir le fédéralisme. Nous sommes pour la liberté, nous sommes pour la démocratie, la solidarité, etc. Bref. Vous, le MP, vous dites? Nous, le MP, oui. Le MP, je ne peux pas encore me permettre de parler au nom du RDPC. Je ne suis qu'un membre qui commence. Ça veut donc dire que, OK, on se décide de créer un parti lorsqu'on juge que les conditions sont satisfaisantes pour précisément se mettre en activité par rapport à ce que l'on vise. Avant que je n'entre au RDPC, j'étais non pas dans une formation politique proprement dite, mais j'étais membre de l'UNEC, l'Union des étudiants du Cameroun. Et j'étais très proche de l'UPC, j'étais même à 2 doigts de rentrer à l'UPC à l'époque avec le commandant Kissamba Bungi Masaga. Et ça ne s'est pas fait. Mais toujours est-il que c'est dans ce cadre-là que j'ai été arrêté et mis en prison pour pratiquement 16 mois par l'UNC. Donc, ma vision et celle de l'UNC de l'époque était complètement différente. Et puis, le président Idiou est parti, le président Biya a repris la place et il a donné une toute nouvelle orientation au RDPC. Ce qui m'a permis, bien qu'au départ, je me sois défini comme radicalement opposé à la conduite des opérations selon l'UNC, ça m'a permis de rentrer dans le RDPC parce que j'y voyais l'occasion de m'impliquer, de m'activer, de faire avancer les choses dans le sens où je le souhaite. Donc voilà pourquoi je suis rentré. De la même manière, lorsque le multipartisme est arrivé, j'avais une position relativement éminente au sein du RDPC, mais je m'y trouvais très largement à l'étroit. J'ai donc estimé que l'opportunité s'étant présentée, il est bon d'aller dans l'opposition et de pouvoir m'épanouir, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir me coordonner avec d'autres qui ont la même vision que moi. J'ai quitté le RDPC, je suis allé à l'opposition avec le MP. 30 ans après, mes analyses ont toujours le même cadre, la même grille de lecture. À l'opposition, on ne voit plus ce que l'on peut faire précisément pour véritablement peser sur la marche des choses dans notre pays. Tout est à nouveau reconcentré au sein du RDPC pour l'essentiel. Alors j'ai jugé que je crois pouvoir apporter pas mal de choses dans le cadre du RDPC, alors que je ne pourrais pas le faire dans le cadre de l'opposition où je ne dispose d'aucun député, nous avons à peine 2 conseils municipaux et à la limite, nous ne sommes même pas écoutés.
Voilà. Vous avez parlé de conviction tout à l'heure. Démissionner d'une formation politique que vous avez créée vous-même pour aller dans une autre formation politique, est-ce que ça suppose qu'au moment de la création du MP, vous n'aviez pas de réelle conviction? Ça n'a rien à voir. Lorsque l'on se décide à rentrer dans la politique, on a des convictions fortes, mais elles sont graduées. Il y a un certain nombre de choses que tous les partis disent. Dans le centre de l'activité politique, c'est l'homme. C'est l'homme et pas autre chose. Donc tous les partis sont au moins d'accord sur cet élément-là. Et puis il y en a qui vont un peu plus loin, qui disent, bon, au niveau de l'organisation de l'État, il y a différentes possibilités. Bon, je n'en prends que deux, la forme d'un État centralisé ou la forme d'un État fédéralisé. Oui. En allant un peu plus loin, on voit l'organisation du pouvoir en tant que tel. Soit on a affaire à un système dit présidentiel, on estime que dans le système le meilleur, c'est lorsqu'il y a un président qui occupe une place éminente, à nul autre pareil, et qu'à côté ou en dessous de lui, il y a d'autres institutions qui lui rendent plus ou moins compte, et ainsi de suite. Ça veut donc dire que ces convictions-là ne sont pas attachées à un parti, elles sont attachées aux individus qui y croient. Ensuite, ils voient selon le système politique qui est mis en place. Parce que les systèmes politiques sont très différents. Quand vous avez un système politique dit majoritaire, autrement dit celui qui gagne la majorité remporte tous les postes mis en œuvre, ou un système dit proportionnel, autrement dit chacun essaye à due concurrence de se procurer les députés ou les conseillers qu'il souhaite avoir, ce sont des systèmes différents. Et en fonction de ce système, vous vous définissez. Nous, nous sommes définitifs par rapport à cela, mais ce n'est pas le mouvement progressiste qui a assis nos convictions. Mais le mouvement progressiste, il vit à partir de nos convictions. Nos convictions sont préalables au mouvement progressiste. Nos convictions ont permis de créer le mouvement progressiste. Et non pas l'inverse où le mouvement progressiste est une espèce de deus ex machina qui a défini tout ce qui doit être défini et auquel on doit être soit fidèle, soit infidèle. Et par rapport au Mais vous y avez insufflé un souffle au mouvement progressiste. Et ça m'amène à vous poser cette question, Jean-Jacques Kindi, qui rejoint peut-être la précédente. Quelle était votre idée au moment où vous créiez le mouvement progressiste? C'était pour faire quoi précisément? C'était quoi l'objectif premier? Vous savez, avant de rentrer dans le RDPC, j'ai commencé ma vie politique, si l'on peut dire, en France. Et les idées que l'on avait, d'abord, c'était des idées à tendance gauchisante. Cela signifie que nous étions particulièrement pénétrés par les idées de Karl Marx, les idées de Lénine, les idées de Gramsci, qui consistent à dire que les sociétés humaines s'organisent. Quand elles s'organisent, l'une des valeurs fondamentales, c'est la valeur du travail. Les gens, quand ils vivent en société, surtout lorsque la société est un peu élaborée, il y a du travail. Et ce travail, il est divisé, il y a une division du travail. Il y en a qui fabriquent des voitures, il y en a qui fabriquent des bananes, il y en a qui fabriquent des avions, donc tout le monde ne fait pas tout. Donc, il y a la division du travail qui s'impose. Cette division du travail, elle a besoin d'un certain nombre de choses. 2 au minimum. Le capital, c'est-à-dire le travail ancien qu'on a pu capitaliser et qu'on peut investir dans la nouvelle activité, et le travail de ceux qui sont là, c'est-à-dire le personnel. Et il y a un problème qui se rapporte à la répartition des revenus de ce travail. Autrement dit, quand le capital s'est mis en collaboration avec le travail, on est peut-être 10, on veut fabriquer une voiture, vous êtes peintre, moi je suis mécanicien, moteur, etc. À la fin, nous construisons une voiture. Cette voiture, elle a une valeur sur le marché. Une fois que cette valeur est acquise, combien allons-nous donner aux travailleurs et combien allons-nous donner au capitaliste, celui qui a amené le capital? À ce moment-là, il y a des débats qui n'en finissent plus, mais la tendance de ceux qui sont socialisants est de dire que l'essentiel de la plus-value, parce que bon, si on règle tout ce qui est nécessaire pour fabriquer la voiture, il reste une plus-value. La répartition de cette plus-value, elle va beaucoup plus aux capitalistes qu'aux travailleurs. Et quand, j'abrège,
quand on prend cette approche-là, et notamment qu'on prenne les pays comme les nôtres, qu'on appelait à l'époque, entre guillemets, des pays néocoloniaux, parce que le capital, pour l'essentiel, était un capital des métropoles. Les travailleurs, pour l'essentiel, étaient des travailleurs de nos pays. Bon, avec plusieurs manières d'interpréter, on considérait qu'il y a mal donne. La répartition des efforts, le gain, la plus-value distribuée entre ceux qui travaillent et qui sont des colonies est très minorée par rapport à ceux qui amènent le capital, qui sont des capitalistes. Donc voilà, globalement, notre manière de faire. Alors, à partir de là, nous avons connu le régime colonial. Oui. Le régime colonial, c'était que, bon, il y a un pays qui est plus fort que l'autre, au moins militairement, économiquement, etc., qui en prend le contrôle et qui le fait vivre selon sa propre culture et ses propres attentes. Ce régime colonial, on s'en est défait en 1960. Mais nous étions de ceux qui pensent que le régime est sorti par la porte, mais il est revenu par la fenêtre. Et c'est ce qu'on appelait le régime néocolonial. Donc, ça veut dire qu'on n'identifiait plus uniquement ceux qui oppressaient le peuple comme étant de couleur blanche, mais on estimait qu'il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des conglomérats d'intérêts qui amenaient les gens à ne pas participer effectivement à l'épanouissement du peuple. Donc voilà les idéologies avec lesquelles nous sommes rentrés dans cette plus alors le traitement social. Le traitement social, c'est... Vous savez, il y a un système pénal. Le système pénal doit être juste. Lorsqu'il n'est pas juste, on parle de torture, on parle d'abus. On parle... Le système libertaire que l'on souhaite, c'est que chaque homme, chaque citoyen soit libre. Qu'il soit libre de s'exprimer sur pratiquement tout. Il s'exprime sur le régime qu'il subit, il s'exprime sur la manière dont on le gouverne, il s'exprime sur le régime des prisons. Et on constatait qu'on n'était pas dans un régime de liberté. Il y a beaucoup de gens qui ont subi des sévices, il y en a même qui sont morts. Donc, quand je rentre dans le RDPC, j'ai le sentiment que beaucoup de ces problèmes peuvent être réglés, d'autant plus que on n'a plus besoin de rejoindre le maquis pour exprimer ses positions. Autrement dit, il entérine le fait qu'avant, exprimer ses positions pouvait vous conduire soit au maquis, soit à la prison. Donc, contribuer à cette libéralisation-là pour nous était quelque chose de très important et améliorer tous les autres éléments qui concernent l'éducation, qui concernent l'agriculture. On pourrait rester des jours et des jours s'il fallait que je décline. On reviendra peut-être dessus dans les questions suivantes. Mais j'ai envie de vous poser la question, que reste-t-il du MP aujourd'hui au moment où vous partez? Mais le MP, il reste ses idées. Le MP, prenons un cas simple, les dernières élections. À Douala-Premier notamment, puisque nous n'avons pu avoir de candidature qu'à Douala-Premier. Je vous convie à analyser tous les programmes qui ont été présentés à cette élection. Et sans nous jeter des fleurs, d'ailleurs, nos adversaires l'ont reconnu, le programme du MP était de très loin le meilleur programme politique. On vous rétorquera que vous n'avez pas été élu. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas... on n'est pas élu. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas élu. Séduit, attendez, ce n'est pas parce qu'on être séduit, justement. C'est le peuple qui décide, qui juge de qui a le meilleur programme. Mais c'est pour ça que nous ne revendiquons pas de place de maire. Nous n'avons pas été élus. Mais il n'empêche... Peut-être parce que vous n'avez pas le meilleur programme. Non, c'est pas parce que... chaque élément demande une analyse précise. Quand on analyse des programmes, on les analyse, indépendamment du fait qu'on les a votés ou pas. Maintenant, ce qu'on peut constater, c'est que le peuple n'en a pas voulu. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le meilleur. Le peuple n'est pas juge de qualité. Et ce que l'on constate, c'est que le peuple n'en a pas voulu et nous tirons les conclusions. Seulement, nous sommes navrés parce que nous constatons que les choses qui ont été combattues précisément par ces programmes, vont continuer à prospérer. Quand nous disons qu'il faut à tout prix lutter contre la corruption et qu'on ne nous vote pas, ça ne veut pas dire que la corruption est bonne, parce qu'on ne nous a pas voté. Ça veut dire que le peuple a jugé qu'il a d'autres priorités et que la corruption n'est pas ce qui le transcende. Mais j'irai même plus loin, pour reprendre pour certains propos de Malcolm X. C'est qu'un certain nombre de choses que l'on voit. Malcolm X disait, mais qui a dit au peuple noir que les cheveux crépus ne sont pas beaux, ne sont pas bons? Elle répondait, ce sont les leaders. Autrement dit, les leaders ont convaincu le peuple qu'il vaut mieux ressembler à un blanc plutôt qu'à un noir. De même, il vaut mieux vivre sous un régime corrompu
avec des gens comme nous, plutôt que d'être dans des régimes qui sont plus sains avec d'autres personnes. Oui. À qui laissez-vous vos militants, Jean-Jacques Ekindji, désormais orphelins de leur leader? Non. Je ne suis pas propriétaire de militants. Je suis militant moi-même. Ouais. Nous étions 59 à créer le mouvement progressiste. C'était 59 Camerounais qui ont signé, qui ont déposé à la préfecture. Et il y en a eu beaucoup d'autres qui sont venus. Il y en a qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. Chacun est absolument libre. C'est pour ça que je me sens en toute liberté capable de démissionner sans que ça me pose de cas de conscience. Les militants du MP qui voudront rester au MP, parce que j'imagine qu'ils font des analyses analogues à la mienne. Ceux qui voudront rester, ils trouveront un parti où il n'y a plus de coordinateur général. Il leur appartiendra d'élire un coordinateur général et de conduire la destinée du MP comme ils le souhaitent. Le problème qui subsistera néanmoins, c'est que maintenant, le MP a une histoire, il a une idéologie, il faut lui rester fidèle, sinon il y aura fracture. Alors que quand on le créait, il était tout neuf. Nous avions la liberté de l'orienter comme nous le pensions. Mais là, bon, j'imagine que mes camarades pourront trouver la meilleure façon de conduire le MP et qu'il poursuive sa route. Et pour rester sur vos camarades et vos anciens militants, effectivement, je vous posais la question dans cette émission le 7 janvier dernier. À combien de personnes peut-on dénombrer le nombre, justement, de militants de votre formation politique? Vous n'aviez pas répondu. Je vous repose la question. Et je ne répondrai toujours pas. Pourquoi vous ne parvenez pas à donner le nombre? Parce qu'il faut faire la différence entre un parti politique et une administration. Quand vous faites une administration, vous établissez des sommiers, vous demandez un certain nombre d'informations, et vous gérez le nombre de personnes que vous enregistrez. Quand vous êtes dans un parti politique, la conviction politique est essentiellement volatile. Ça signifie que ce soir, vous pouvez avoir 10 000 militants et demain, vous en avez 5 000 ou 2 000 ou 3 000. Parce qu'ils sont libres. Parce que peut-être un mot a été dit qui ne leur plaît pas et ils vous disent « moi, je ne peux plus, je ne veux plus être dans ce parti ». Est-ce que vous imaginez que beaucoup sont peut-être partis depuis votre annonce de rallier le RDPC, beaucoup qui se sont trouvés peut-être déçus par cette annonce, ont quitté la barque, comme vous? J'ai reçu beaucoup de réactions. Et curieusement, l'essentiel de ces réactions est composé de réactions positives. Que ce soit des gens qui sont du mouvement progressiste, j'ai reçu des coups de fil de Kousséri, de Marois, de Garoua, de Bamenda, de Kondiok, etc., de Yaoundé, qui sont très positifs. J'ai également reçu des coups de fil des gens qui sont du RDPC, qui aussi, pour l'essentiel, étaient positifs. Bon, donc, vous n'avez pas reçu de coups de fil ou alors de messages des militants du MP qui vous disent leur déception, qui se disent un peu mal dans leur peau après que vous décidiez de les laisser, alors de rallier le RDPC? Vous n'avez eu que des réactions positives jusqu'alors? J'ai eu à 90% de réactions positives. Il y en a même qui m'ont dit, je ne vais pas les citer, mais ils vont se reconnaître, qui m'ont dit, quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais particulièrement remonté, courroucé, fâché contre vous. Mais quand j'ai pris le temps de réfléchir, etc., je me suis rendu compte que, bon, il ne vaut peut-être pas la peine d'être aussi fâché. Sans nul doute, y a-t-il d'autres voies de progresser. Et en tout cas, je vous soutiens. Bon, sans plus. Mais je n'ai pas eu le tollé général des gens qui disent « Oh, pourquoi elle a démissionné? Pourquoi elle a démissionné ?» Et ensuite, vous savez, dans le MP, beaucoup de gens ont démissionné. Si on considère les militants du MP, il y en a qui ont été ministres, il y en a qui ont été directeurs généraux, il y en a qui ont été balayeurs, il y en a qui ont été... Il n'était pas coordonnateur, fondateur du parti, Jean-Jacques Ekindji. Oui, mais seulement c'est pour dire que c'est la liberté qui irrigue nos veines. Si nous-mêmes, nous ne pouvons pas être libres, quelle liberté pourrons-nous gagner pour les autres? Et c'est pour ça que nous nous insurgeons toujours lorsque les gens disent « Ouais, vous êtes des traîtres, vous avez trahi. » On dit non. On ne trahit que ce que l'on a. Si vous me faites confiance, je peux vous trahir parce que vous m'avez fait confiance. Si vous ne me faites pas confiance, vous vous contentez de me juger à votre manière.
En quoi dois-je me trahir? Mais les militants qui vous ont suivi pendant une trentaine d'années vous ont fait confiance. D'aucuns peuvent se trouver un peu trahis, peuvent vous considérer comme traître aujourd'hui, que vous les abandonniez, vous abandonnez le bateau pour rejoindre un autre. Mais là, à mon avis, c'est une vision qui est un peu éthérée de la politique. Il se trouve que les militants m'ont renouvelé régulièrement leur confiance. Mais on aurait très bien pu ne pas le faire. Comme ça se fait dans beaucoup de partis. Ouais. Je suis élu aujourd'hui coordinateur général. Dans une nouvelle convention, je ne suis plus élu. On élit quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de perdre la conscience de chacun. Là, il se trouve que je démissionne. Ça ne veut pas dire que je perds la conscience. Je leur dis, voilà, honnêtement, voici la situation. En 92, il y avait 92 députés de l'opposition, 88 députés du RDPC. Le président avait été élu avec 39% des voix. L'opposition avait recueilli 61% des voix. Du point de vue de l'opinion politique, le RDPC était très largement minoritaire. Et je le dis avec d'autant plus de force que sur les 92 députés de l'opposition, ni le SDF, ni le MP, ni une partie de l'UPC n'avaient pris part au vote. Si eux aussi avaient pris part au vote, je ne sais pas si le RDPC serait retrouvé avec 50 députés. Mais de cette situation haute à la situation à laquelle on est arrivé, où le RDPC trust toutes les chambres, aucun parti de l'opposition n'a un groupe parlementaire, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Le RDPC, à l'Assemblée nationale, la Chambre basse a au minimum 140 députés. Ensuite, il y a des partis qu'on peut dire divers, comme les divers droits, les divers gauche, parce qu'ils ont 5 députés, 3 députés. Voilà la situation. Alors, une fois qu'on est devant cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Voilà la question qu'on pose aux leaders. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. Nous avons été candidats à Douala Premier. Oui. Et je crois, en tout cas, la plupart des militants du MP considèrent que nous avons fait une campagne digne d'éloge. Sur 80 000 inscrits, globalement, nous avons eu 1400, 1800 personnes qui ont voté pour nous. Ça veut dire qu'on ne souhaite pas que le MP continue avec cette politique dans cette circonscription. À bien vous comprendre, est-ce que vous démissionnez justement après un constat d'échec de votre formation politique? Non. Il faut que l'on se concentre sur ce qui nous fait avancer. Ce qui nous fait avancer, c'est la question suivante. Où et comment peut-on faire mieux? C'est pas, oh, j'ai échoué, vraiment, je vais... Bon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de dire, oui, j'ai échoué, je vais... Mais si vous avez été élu, par exemple, vous parliez tout à l'heure de ces élections législatives de février 2020. Si vous avez été élu, auriez-vous démissionné? Si j'avais été élu, j'aurais eu des perspectives de travail qui étaient relativement importantes. Pourquoi démissionner? Le fait est que, en tant que formation, il faut se définir. Qu'est-ce que je fais pour faire avancer le Cameroun, d'une part. Et d'autre part, quels sont les problèmes auxquels le Cameroun doit faire face. Et quand on voit l'ampleur et la complexité de ces problèmes, on se dit, il faut que je m'organise pour en être partie prenante. En étant complètement éliminé des institutions, avec deux conseils municipaux et tout, oui. Zéro député, je ne vois pas très bien ce que je peux y faire. Or, je me sens la capacité de faire. Si je ne me sentais pas la capacité de faire, j'estime que bon, à l'âge que j'ai, avec ce que j'ai fait, et avec ce qui existe sur le marché, on n'a pas besoin de mes compétences. Tranquillement, je serais retiré. Mais j'ai le sentiment à analyser, à voir, à vérifier qu'il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Et je retiens aussi qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer le président Biya, il m'a demandé de revenir au RDPC. Jusque-là, je ne trouvais pas la chose faisable parce que j'avais encore pas mal de perspectives. Mais quand elle s'amenuise et que le peuple me laisse entendre que, bon, avec tout ce que vous faites là, c'est pas vous que nous souhaitons voir diriger nos affaires, alors je m'occupe d'autre chose. C'est pas le MP que le peuple veut voir diriger ses affaires, comme vous le dites, mais pourquoi vous n'avez pas procédé simplement à la dissolution du MP? Mais
dissolution du MP est une affaire qui ne concerne pas que moi. Quand je vais... Peut-être avec d'autres militants du parti, vous aurez pu, au cours d'une convention peut-être extraordinaire, proposer la dissolution du parti, au lieu de partir simplement et laisser des militants derrière vous. Quand je décide de démissionner du MP, c'est une décision individuelle qui concerne Jean-Jacques Ekindi. Le MP a toute faculté pour juger de lui-même s'il est bon ou pas qu'il se dissolve. Et à mon avis, faire campagne pour qu'il se dissolve, je n'en vois pas l'intérêt. Parce que une chose est absolument triviale. Nul ne connaît l'avenir. Personne en 88 n'aurait imaginé que 90 serait ce qu'on a connu. Or, c'est ce qu'on a connu qui a permis l'émergence de tous ces partis et de tous ces leaders d'opposition. C'est pour ça qu'il faut laisser et le MP et les autres partis d'opposition, peut-être qu'ils sont dans le creux, mais le creux n'est pas éternel. Peut-être qu'à d'autres occasions, ils vont... On vous rétorquera que vous aussi, vous aurez pu rester davantage dans le creux, en espérant qu'un jour, vous émergiez aussi. Oui, mais seulement moi, je suis dans l'analyse concrète. Je vois. Et je ne peux pas me contenter d'espérer. On dit, voilà, en tant que leader, voici la situation. Tu as eu ceci, tu as eu ceci, tu as eu ceci. Ça est affaire. Le coronavirus est affaire. La guerre avec le Noto, c'est affaire. La corruption à grande échelle est affaire. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Tu te réfugies derrière les espoirs ou peut-être qu'on aura à nouveau un mai 68, ou alors tu crois que tu peux faire quelque chose. Et ce choix ne me semble pas inutile. Et j'ai choisi le mien. Tout le monde ne l'a pas fait. Il y en a qui ont choisi de continuer dans ce qu'ils font. Bon, on leur souhaite bon vent. Vous avez dit tout à l'heure, effectivement, que les militants du parti doivent se réunir au cours d'une convention, peut-être, pour décider de la suite. Oui. De la suite. Est-ce que vous ne prendrez pas ces conséquences? C'est moi qui confierai, puisque j'assume les affaires courantes. Personne d'autre que moi n'a suffisamment de connaissances de l'ensemble de la constellation du MP pour pouvoir le faire de manière crédible. À partir du moment où vous êtes démissionnaire, pourquoi encore vous? Mais lorsque vous avez un gouvernement de législature, quand il y a une nouvelle élection, pourquoi c'est encore lui qui liquide les affaires courantes? Pourquoi quand on a démissionné le gouvernement de Grande-Bretagne... Vous aurez pu peut-être organiser cette convention avant de... Non, vous avez posé une question. Terminons avec elle. Oui. Non, l'usage des gouvernements dans le monde, c'est qu'une fois que leur terme légal cesse, ils assurent les affaires courantes jusqu'à la mise en place de la nouvelle organisation. Voilà comment ça se passe. Alors, essayez de la faire différemment pour je ne sais pas trop quel juridisme risque de mettre dans des problèmes assez difficiles. Parce que quand vous liquidez les affaires courantes, vous êtes responsable. Vous assumez la responsabilité. Si ça se passe mal, on est en devoir, en droit de vous convier pour dire mais comment se fait-il que ceci se... Quand par contre vous dites je ne suis plus rien, advienne que pourra, mais il n'y a plus personne qui est responsable de rien du tout. Donc les usages veulent qu'on liquide les affaires courantes. Une fois qu'on les a liquidées, on laisse en place la nouvelle organisation et puis on s'en va. Alors ça me permet, Jean-Jacques Ekindi, de vous poser cette question sur le bilan du MP, si vous était donné de faire le bilan de la formation politique que vous laissez aujourd'hui. Que diriez-vous? Mais le bilan du MP, je pense que le MP aurait un bilan extrêmement élogieux. Maintenant, les notions de bilan sont liées aux variables que l'on prend. Si c'est une variable argent, si c'est une variable nombre de militants, si c'est une variable activité dans le cadre politique, de ce point de vue-là, nous avons des bilans assez élogieux, mais au niveau de l'argent, le MP n'a jamais été un parti qui arrive à s'en sortir de la manière la plus claire. Si c'est au nombre d'élus, le MP n'a pas non plus brillé par le nombre d'élus. Il a eu quelquefois des élus municipaux, à une occasion, un élu législatif. Bon, il a participé à des campagnes électorales au niveau présidentiel. Et je crois que, d'abord, lorsque vous parlez du MP, de Jean-Jacques Ekindi,
Parfois, vous pouvez ou ne pas ajouter le chasseur d'agneaux. Dans tout le Cameroun, vous voyez quelqu'un qui a dit « Ah, j'ai déjà vu ça. Ah, je connais ça. Ah, j'ai entendu ça. » C'est énorme comme notoriété. Bon, maintenant, si par contre, vous voulez savoir combien de députés ou de groupes parlementaires le MP a pu avoir, vous aurez 0. Oui. Parce que... donc, alors, comment doit-on l'interpréter? Vous avez évoqué le nombre de militants aussi tout à l'heure. Je vous ai dit que le nombre de... Vous n'avez pas beaucoup vous prononcer sur la question, mais je crois, au moins, à partir de la vente des cartes et autres des militants, on aurait pu évaluer au moins combien de militants est-ce qu'on peut avoir dans une formation politique, non, Jean-Jacques? Oui, non, mais je me refuse toujours à peut-être parce qu'ils ne sont pas très nombreux? Non, parce que ça ne correspond pas à grand-chose. Nombreux, pas nombreux, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais parce que ça ne correspond pas à grand-chose. Et ça correspondrait à grand-chose. Lorsque le MP va, par exemple, aux élections, on ne peut pas dire que ce ne sont que les militants du MP qui le votent. Mais il obtient des scores assez considérables. Mais je ne considère pas ces gens-là comme des militants. D'un autre côté, lorsque l'on considère le mouvement progressiste en tant que producteur d'idées, en tant que moteur de la pensée politique camerounaise, en tant que entité, j'allais dire think tank, non, même pas think tank, mais entité qui approfondit un certain nombre de positions, en tant que sa capacité à défendre le Cameroun à chaque fois que le Cameroun est menacé, en tant que capacité à induire des solutions. Quand on a induit, par exemple, la solution qui se rapportait au problème de Bakassi, où on débattait à la Cour internationale si Bakassi devait être camerounaise ou bien nigériane. C'est le MP qui a dit, écoutez, quelles que soient les invasions, les lieux ont les noms des premiers occupants. Parce que quand vous envahissez un territoire et que vous dites je vais à Bonakoman, il faut que vous soyez écouté et entendu par celui que vous avez. Et quand on prend les noms de Bakassi, Komba Vedimo, etc., ce sont des noms camerounais. Ce ne sont pas des noms nigériens. Et les Nigériens eux-mêmes les utilisent. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de nom à eux pour ces espaces-là. Ils sont donc venus. Voilà les avancées. Mais on n'a pas besoin de se glorifier en disant nous on est ceci, nous on a 10 000 militants, nous on a... parce que bon, ça ne correspond pas à grand-chose. Et la dernière chose, par rapport à cette histoire de militants, vous savez que beaucoup de partis payent les militants. On paye, si pour que vous veniez, il faut qu'on vous donne quelque chose. Vous voulez être président d'un organe de base, il faut avoir un certain nombre de militants. Bon, pour avoir vos militants, vous monnayez pour que ça fasse les quantités. C'est pour ça que ça ne nous intéresse pas du tout de nous lancer dans ce type d'arithmétique. Alors, Jean-Jacques Ndi, vous qui critiquiez violemment, on peut le dire ainsi, le RDPC dans les années précédentes allait rejoindre la formation politique, peut-être officiellement dans quelques jours, mais une certaine opinion pense que ça n'est pas très logique, cette façon de procéder. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Encore une fois, ils ne prennent pas la structuration du questionnement de la manière la plus logique. Comme je l'ai dit au départ, pourquoi je fais de la politique? Pour mon pays. Pour mon pays. Quand je dis je veux m'intéresser à la paix au nord-ouest et au sud-ouest, j'ai essayé de le faire avec le cardinal Toumi. L'initiative s'est arrêtée. Mais je suis persuadé que dans le cadre du RDPC, je pourrais le faire de manière beaucoup plus efficace. Et c'est ça qui m'intéresse, au lieu de me dire, j'ai critiqué le RDPC il y a peut-être quelques années, est-ce que c'est logique que je revienne au RDPC? Parce que le RDPC, c'est un média, c'est pas... la vie du RDPC n'est pas ce qui préoccupe les Camerounais, c'est leur situation qui les préoccupe. Le Covid va bientôt se terminer. Comment ça va se passer? Est-ce que vous tenez compte justement de l'idéologie dont on parlait tout à l'heure? Le MP et le RDPC, c'est deux idéologies totalement différentes. Mais elles se rejoignent. Ouais. Elles se rejoignent parce que chacun dit placer l'homme au centre de ses préoccupations. Le RDPC et le MP, je crois qu'ils se réjouiraient si les Camerounais avaient la meilleure éducation possible.
le RDPC et le MP se réjouiraient si le taux de croissance de l'économie camerounaise était véritablement satisfaisant. Le RDPC et le MP se réjouiraient si les Lions indomptables gagnent la Coupe du Monde. Donc, on peut très bien, et c'est un peu ce qui m'a amené à quitter l'opposition, c'est qu'on peut très bien s'appesantir sur les petites choses qui divisent. Et le MP a fait ceci, le RDP fait cela, je ne lui permets pas de faire ça, il a dit ceci, mais on peut aussi se rejoindre sur les problèmes véritables dont la solution doit être impérative pour les Camerounais. Et moi, je pense que je peux y jouer un rôle avec ceux qui viendront avec moi, parce qu'il y en a qui ont déjà dit qu'ils viendront avec moi. Et ça dépendra également du RDPC. Si, comme dit Brassens, je suis reçu à bras fermés, bon, ça signifie qu'on ne souhaite pas que je contribue à quoi que ce soit. Je vous poserai... Par contre, si je suis accueilli à bras ouverts, je m'investirai de tout ce que je peux pour que mon pays et les miens aillent mieux. J'allais justement vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous comptez apporter à ce parti politique, qu'est-ce que vous pouvez lui donner au-delà des actions que vous voulez mener effectivement sous la bannière du RDPC, parce que vous estimez qu'étant au RDPC, on peut mieux vous écouter, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette formation politique? Pour moi, c'est relativement simple. Première chose, je vise les problèmes des Camerounais. Le RDPC a la charge de ça, puisque c'est lui qui est le parti au pouvoir. C'est son devoir de trouver les solutions. Maintenant, il en a trouvé, qui sont bonnes, qui sont moins bonnes, etc. Nous, on peut leur dire, dans ce secteur-là, il y a des problèmes qui ne semblent pas correctement résolus. Nous pensons pouvoir contribuer à une meilleure solution. Maintenant, vous souhaitez qu'on continue ou pas? La responsabilité est la vôtre, puisque c'est vous qui avez reçu le mandat populaire. C'est vous qui avez la légitimité. Mais nous avons, en tant que citoyens, la responsabilité de faire que les choses aillent mieux. Et de ce point de vue-là, il y a ce côté-ci qui ne va pas bien. On prend le système de l'éducation. Tant que j'émets des critiques sur l'éducation en étant dans l'opposition, on dit, oh, ce sont les bavards de l'opposition, laissez-les bavarder. Mais si je suis dans une opposition... Vous comptez vous inscrire dans un courant progressiste, alors? Le RDPC ne m'a pas laissé entendre qu'il a des courants progressistes. Si jamais... Vous êtes un progressiste, vous pouvez... si jamais il évolue... Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui... Vous prenez, par exemple, l'éducation. Dans les nouveaux programmes, vous voyez qu'on a ajouté la philosophie aux classes de seconde, première, etc. Vous voyez qu'on a ajouté les nombres complexes en première, etc. Les élèves ont déjà beaucoup de difficultés à assimiler le programme qui est celui-là. Et la tendance mondiale est de se spécialiser. Vous avez vu, par exemple, l'évolution du bac français, où il y a une douzaine de matières. Et dès la seconde, l'élève choisit la matière où il va essayer d'exceller. Il n'en a pas 10 qu'on lui donne en même temps. Et quand on voit comment les choses se passent, les Allemands, récemment, ils ont pris 15 000 puis 20 000 Indiens, parce que les Indiens ont une école mathématique très forte. Alors quand dans le même temps, nous on ajoute la philo, on se dit, mais nous on leur dira, mais bon, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas réévaluer? Est-ce qu'on ne peut pas réétudier? Voilà le type de... Mais c'est eux qui décideront. Oui. Si on s'entend dire, écoutez... Mais comment le militant de base, Jean-Jacques dit que vous serez le militant de base, puisque vous l'avez dit, vous allez militer à la base. Comment le militant de base que vous serez va s'y prendre? Mais le militant de base... Disposer de quelle force pour pouvoir... Le militant de base est citoyen. Oui. Et c'est le citoyen qui va s'exprimer. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au RDPC, on écoute beaucoup les militants? Comment plus encore ces militants de base, effectivement? Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut bien avoir en vue. La première, c'est qu'il y a quelqu'un qui est responsable. Et d'être au RDPC permet d'accéder à ce responsable en disant, camarade du parti, bon, toi tu es peut-être du comité central, moi je suis le 8e membre du bureau, la cellule numéro tant, mais voilà, sur les problèmes qui sont les tiens, il y a ceci qui est possible. Ça d'une part. Et d'autre part, quand un tel débat s'établit, rien n'interdit que des militants de base ou un peu plus élevés, qui sont concernés par ces problèmes, se disent, tiens, mais on peut parfaitement améliorer cette manière de faire comme ci, comme ci. Donc le débat s'installe au RDPC en vue de trouver la meilleure solution
qui sera appliqué non pas par le RDPC, mais par le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui applique le gouvernement. Mais le gouvernement, il a besoin d'être alimenté. Il a besoin de recevoir des idées, nouvelles, moins nouvelles, évaluées, pas évaluées. Donc, c'est dans ce processus-là, qui n'est peut-être pas linéaire, mais qui nous semble relativement propice pour ce qui est de l'échange, de la captation, de la mise en œuvre des idées. C'est là-dedans qu'on va pouvoir se... Et j'insistais pour un militant de base, parce que je ne souhaitais pas être perçu comme quelqu'un qui a le couteau entre les dents, qui vient chercher des postes au RDPC. Je veux tel poste, je veux... Non, vraiment, c'est pas du tout ma préoccupation. Y a-t-il des négociations entre les hiérarques du RDPC et vous? Non. Vous n'avez pas été approché par personne? Puisqu'ils ne savaient pas ce que j'allais faire. Ils m'auraient approché si j'avais annoncé que je vais prendre une décision. Donc, j'ai pris ma décision, et puis je l'ai rendue publique. Mais après cela, beaucoup de responsables du RDPC m'ont contacté. Bon, évidemment, c'est mon ami, mais il y a des gens comme Grégoire Ouona qui m'a félicité. Il y a des gens comme Issa Chiroma, qui n'est pas du RDPC, mais qui m'a félicité. Il y a des gens comme... il y a beaucoup de gens qui... Il y a mon frère, Camille, qui m'a félicité. Camille Kindi. Donc, en citant Issa Chiroma, cette question me revient. Effectivement, vous l'avez dit, il n'est pas militant du RDPC, mais un peu proche, justement. Il est de la majorité présidentielle. Mais vous aurez pu rester au MP et faire une majorité avec le RDPC, par exemple. C'est son choix, mais je ne crois pas que nous ayons la même trajectoire. Issa Chiroma doit faire vivre un parti. Il doit développer un parti. Il s'est battu comme un beau diable pour avoir des députés, pour avoir des conseillers, pour avoir des maires. Il continue à se battre. Il a une responsabilité gouvernementale à laquelle il doit s'adonner. Moi, je n'ai pas. Et je ne suis pas dans la même démarche. Si lui, il reprend la même démarche que moi, il risque de s'entendre dire qu'il a des responsabilités dont il s'occupe et qu'il n'est pas là pour s'occuper des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Peut-être que vous pourrez accéder à une responsabilité à partir d'aujourd'hui. Jean Rekin, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, mais vous n'êtes ni Dieu ni Paul Biya. On vous souhaite. On n'a pas que Issa Chiroma pour l'exemple. Effectivement, on a Jean de Dieu Momo, par exemple, qui est ministre délégué au ministère de la Justice, et bien d'autres qui sont de la majorité présidentielle, et autres. Mais vous avez bien vu que quand Jean de Dieu Momo a pris certaines expressions par rapport notamment à la communauté juive, le gouvernement a dû démentir en disant non, il ne s'est pas exprimé en tant que membre du gouvernement, mais en tant que leader politique, auquel cas il a pu jouir de cette liberté-là. Bon, donc toutes ces choses-là sont toutes pleines de nuances et il nous appartiendra de savoir comment les gérer. Est-ce que vous n'appréhendez pas les coups fourrés ou le regard de vos désormais camarades, peut-être camarades dans quelques jours, qui sont restés au RDPC depuis votre départ? Ne craignez pas. Mais vous savez, je ne les crains pas, mais je sais qu'on les aura. Au-delà des coups de fil, dont vous parliez tout à l'heure, des appels, mais un coup de fil ne veut pas dire un coup de fil ne veut pas dire qu'on vous veut tout le bien du monde. On peut avoir un coup de fil qui finalement ne traduit pas beaucoup de sincérité. Mais c'est dans l'ordre des choses. Et la société humaine est ainsi faite. Vous êtes préparé à tout ça? Vous êtes paré? Mais j'ai toujours été préparé à tout ça, puisque je vis dans la société humaine. J'ai été membre du RDPC. Membre du RDPC, j'ai subi des coups extrêmement sérieux. Qu'est-ce qui vous fait croire justement qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle entrée, les choses seront différentes? Vous vous êtes senti un peu mal aimé à un moment donné au sein du RDPC? C'est un peu l'une des raisons de votre départ de ce parti. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'aujourd'hui, avec votre retour, les choses seraient mieux? Il y a au moins 3 préoccupations qui ne sont pas les mêmes. J'étais perçu à l'époque comme un jeune très ambitieux qui a le couteau entre les dents. Donc, ceux qui avaient des positions que je pouvais atteindre me considéraient naturellement comme un adversaire. Et quand on a un adversaire, on essaie de le faire tomber. La deuxième chose, c'est que j'étais promoteur d'un système, notamment d'un système de gestion du parti,
qui était différent de ce que je considérais comme très largement sclérosé. Oui. Et lorsque vous voulez enlever de la sclérose, vous mettez en cause des positions des gens qui y sont, qui ne souhaitent pas que ces choses-là arrivent. Et en troisième lieu, il y avait comme une volonté de ne pas laisser les tendances dont j'étais porteur se déployer. Je veux dire, j'ai conduit... progressiste tout à l'heure. Oui, j'ai conduit une liste municipale en 1987, quand j'étais président de la section du RDPC du Bruy. Oui. Ma liste, qui était en compétition contre celle du président du conseil municipal de Douala, a gagné. Elle a gagné largement. Il y avait beaucoup d'engouement et de suivi. Il n'empêche que la hiérarchie du parti a estimé que ce n'était pas à moi, tête de liste, président de la section du RDPC, qu'on devait confier la mairie, oui. Mais à une personne, etc. Bon, donc ce sont des coups difficiles. Je devais en 1986 me présenter comme député pour voir comment est-ce que le travail que j'ai commencé à faire à la section, je pourrais le poursuivre toujours dans le RDPC. Mais là encore, la hiérarchie a débouté ma liste et a pris d'autres personnes. Donc je n'ai pas pu être candidat. Ça signifie que j'ai reçu des coups assez difficiles. Mais à mon avis, de pareilles situations ne peuvent plus se reproduire. Parce que les choses ont évolué, parce que le RDPC lui-même a évolué, parce qu'il y a tout un tas de choses qui ne permettent plus que ça soit ainsi. Et puis maintenant, on a expérimenté beaucoup de choses. Il n'y a plus lieu d'avoir peur des gens qui sont un peu différents par rapport à leur approche politique. C'est la raison pour laquelle je ne m'effraie pas outre mesure du fait que je puisse... Mais en outre, ma démarche n'est plus la même. Je ne suis plus celui qui veut conduire une liste municipale pour. Je crois que j'ai déjà suffisamment donné. Par contre, j'ai emmagasiné beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, de savoir, de relations qui peuvent être bien plus utiles que de me voir propulser à une mairie ou à quelque chose, ou même à la députation. Dans votre retour RDPC, c'est donc pas pour chercher un poste, comme on l'a entendu dire. Cherchez pas à être nommé quelque part, mais si vous voulez faire triompher vos idées, comme vous disiez tout à l'heure, il faut également que vous ayez peut-être un poste de responsabilité pour le faire, non, Jean-Jacques Ekidjo? Vous n'allez pas rester à la base du parti, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, et faire passer vos propositions. Ce serait un peu compliqué. La démarche serait différente. La démarche serait différente en ce sens que lorsque vous ambitionnez de gagner un poste, bon, vous vous organisez par rapport à ce poste-là. Vous êtes focalisé sur ce poste et éventuellement ce que vous en ferez. Lorsque vous avez l'ambition d'apporter ce que vous avez, d'aider à progresser ici, de vous investir à faire cela, il est tout à fait possible qu'au vu de ce que vous faites et des compétences que vous montrez, on vous convie à occuper telle position pour que ce travail continue de la meilleure des manières. Donc ce n'est pas la même démarche que celui qui veut être député pour telle ou telle raison. Vous êtes favorable à un poste de nomination, mais pas forcément prêt à vous lancer encore dans des batailles politiques pour être élu député, maire. Voilà, je ne suis pas préparé à me lancer à nouveau dans des batailles pour être maire ou député. Mais si jamais vous veniez à être nommé, ce serait... Je peux être nommé. Oui. Il va de soi que si je suis nommé, je jetterai quand même un coup d'œil sur le poste en question, parce que il y aurait des postes où je me ferais obligé de dire que celui-là ne me convient pas. Je n'ai plus l'énergie pour le faire, etc. Oui, il y a autre mieux à faire. Et d'un autre côté, je peux être convié à me présenter dans une élection. Mais c'est bien parce que je serai convié par des équipes qui penseront que je pourrais jouer un rôle utile. Mais je ne prendrai pas sur moi
de constituer une liste, de prendre la tête de la liste, de démarcher tous ceux qui sont pressentis pour être dans la liste et de les conduire à la bataille, comme je l'ai fait il y a pas mal de temps. Mais je peux me retrouver dans une liste parce qu'on croit que mes compétences peuvent aider. Oui. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'avoir été simplement un pion dans l'opposition? Vous avez terminé votre travail de diviser l'opposition et maintenant vous pouvez retourner à la maison. Mais j'aimerais bien les voir en face parce que j'imagine très très mal qui peut dire ça. Vous savez, lorsque il y a eu en 92 ce qu'on a appelé c'était en 91 92, la grande fessée nationale. En 91. 91. Oui. C'est nous qui l'avons subi. C'est à partir de moi qu'elle a eu. C'est moi qui ai été fessé, arrosé. Puis les autres sont venus pour me porter main forte et affirmer l'opposition. Alors dire que je suis entré dans l'opposition pour la diviser par rapport à quoi? La diviser par rapport à quoi? Ensuite, il faut savoir raison garder. Je me suis véritablement investi j'ai commencé à m'investir dans mon pays, dans le cadre de l'opposition, en France. Je voulais diviser quoi en France? Je voulais diviser quoi? J'ai eu des contacts à l'époque. Focard m'avait fait contacter quand j'étais à l'école des mines, etc. Bon, j'ai décliné les offres. Je divisais quoi? Je suis rentré dans le RDPC, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Je divisais quoi? Pourquoi tout d'un coup, je rentre dans l'opposition qui elle-même était balbutiante pour la diviser et constater au bout de 30 ans que ça y est, elle est bien divisée, on peut y aller. Non, je crois qu'il faut précisément faire en sorte que ce type d'affirmation soit évacué de manière définitive pour que les Camerounais passent beaucoup plus de leur temps et de leur intelligence à réfléchir sur des choses qui comptent et pas sur des rodomontades. Certains parlent justement aussi de vos difficultés qui vous auraient poussé à retourner finalement au RDPC, financièrement sinistré, politiquement amoindri. Le MP, vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, il ne vous restait plus que le RDPC pour continuer à vivre. Voilà. Mais il y a deux choses. La première, j'ai démissionné du MP. La deuxième, j'ai déclaré que je vais adhérer au RDPC. Je vais vous raconter une anecdote. J'avais un de nos militants du MP, un garçon très très attachant qui s'appelait Dibango et qui était un des responsables du côté de Ndokoti. C'était un gars Yabassi, bon, Ndokoti avait surtout de Yabassi. Et comme il était très actif dans le quartier, dans tout le coin, bon, le sous-préfet a organisé une réunion de... Bon, il a demandé comment ça va et les gens lui ont dit « Nous avons un jeune ici qui est très actif, qui est vraiment très bien. Il s'appelle M. Dibango. Mais la nuit avec lui, c'est qu'il ne veut pas quitter le MP pour venir au RDPC avec nous. Il reste fidèle à sa formation politique. » Bon, le sous-préfet a demandé à Dibango « Mais pourquoi vous ne voulez pas quitter le MP pour venir avec les gens du RDPC ?» Dibango leur a répondu « Écoutez, je suis très ami avec tout le monde, notamment avec le président de la sous-section RDPC du coin. Mais c'est régulièrement qu'il vient me demander un peu d'argent, un peu de ceci, quand il en a besoin. Alors pourquoi voulez-vous que je quitte le MP où ça va à peu près pour aller rejoindre le RDPC où je vois que manifestement, il est plus nécessité que moi. Bon, c'est pour dire que quand je vais au RDPC, j'ai dit que je m'inscris comme militant de base. On donne l'argent aux militants de base là-bas? Non, si on me donne, comme me disent, mais à ma connaissance et à mon époque, on ne donnait aucun argent aux militants de base. Donc je ne vois pas très bien, je suis appauvri, je suis amoindri, j'ai plus d'argent, je vais aller me réfugier comme militant de base au RDPC. Pourquoi faire? Qui va me donner quoi? Il y a beaucoup de gens dans le RDPC. Ils espèrent qu'on leur donne un tout petit peu. Mais l'imaginaire qui veut que dès qu'on rejoint le RDPC, c'est pour aller plonger dans la mangeoire. Dans la mangeoire. Elle est où cette mangeoire? Le RDPC, c'est le parti qui a le plus grand nombre de militants. Mais beaucoup de ces militants-là n'ont pas les moyens, bien au contraire. Donc dire que je vais au RDPC pour
parce que je me sens appauvri. Et ensuite, il faut tout de même savoir raison garder. J'ai mon frère Alain qui est chirurgien des hôpitaux de Nantes. J'ai mon autre frère qui est architecte diplômé du gouvernement. J'ai mon frère Camille qui est délégué départemental du RDPC, ancien directeur général du Crédit Foncier. J'ai ma sœur Camille, Clarisse qui a une pharmacie de bonne tenue aux portes. Son fils, du moins au rond-point, son fils qui est aussi pharmacien et qui a épousé une pharmacienne. Ils sont rentrés tous les deux, ce sont eux qui le gèrent. J'ai ma fille qui est à Hong Kong qui s'occupe des problèmes de financement internationaux. J'ai mon fils qui est à Paris, qui est ingénieur de l'École polytechnique du Canada, qui s'occupe d'un certain nombre de réseaux, etc. Moi, je ne les cite pas tous. Si j'ai faim, ils ne peuvent pas me donner de quoi manger pour que j'aille me prostituer au RDPC parce que je n'ai plus rien. Ensuite, que les gens viennent me voir chez moi. Ils verront dans quelle concession j'habite. J'ai créé une petite école secondaire qui a à peu près 160 élèves, etc. Avec les petits... Donc vraiment qu'on ne tienne pas compte de toutes ces bêtises, qu'on nous laisse réfléchir sur les problèmes du pays. J'allais vous demander justement à la suite de tout cela, de quoi vivez-vous aujourd'hui, Jean-Jacques Kindi? J'ai mes activités. J'ai mes activités. J'organise chaque année une foire internationale pour Douala. J'ai d'autres petites activités. J'ai, comme je vous l'ai dit, une école. J'avais des loyers pour lesquels je suis en combat contre des gens qui veulent me les arracher indûment. Ces loyers me rapportaient, bon an, mal an, 12 à 13 millions. Bon, maintenant, on est dans la bagarre. Et puis parfois, on me consulte. Quand on me consulte, ça peut se résulter en telle ou telle chose. Non, sincèrement, je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Peut-être de poste, mais pas d'argent. Même pas de poste. Je n'ai même pas besoin de poste. J'estime, vous savez, Dieu a donné à chacun des talents. Quand vous utilisez à peu près correctement vos talents, Dieu vous met à l'abri. Et moi, je considère que je suis à l'abri. Quand les gens viennent chez moi, ils sont surpris par l'espace que j'occupe, ils sont surpris par ma manière de vivre. Donc, on a à dire que je suis allé d'abord près de qui? Si vous connaissez, vous me dites, dites-moi, c'est peut-être une quête, quand on va lui donner, il va demander de l'argent. Est-ce que vous estimez que vos talents ont été suffisamment utilisés par votre pays? Vous avez suffisamment donné à votre pays, diplômé de l'école des mines. Vous étiez parmi les 3 Africains, les 3 premiers effectivement, diplômés de l'école des mines Paris, revenu au Cameroun, de Polytechnique. Voilà. Est-ce que vous estimez que vous avez suffisamment mis vos talents au service de votre pays, Jean-Jacques? J'ai le sentiment que j'aurais pu beaucoup mieux faire. Le sentiment. Mais on ne vous a pas donné d'occasion de le faire, c'est ça? Les conditions pour le faire n'étaient pas réunies. Vous savez, on parlait du Covid. Et il y a des centres spécialisés, la Quintini, etc. Nous avons des médecins. Nous avons beaucoup de médecins. Et ces médecins sont familiers de ces thérapies. Tous ces médecins savent ce que c'est qu'un virus, comment on traite un virus. Ils savent ce que c'est que des insuffisances respiratoires, des conditions de contagion. Ils savent. Mais on a préféré faire des centres spécialisés. Ce qui a automatiquement créé des problèmes. Parce que dans le même temps, on a demandé à tous ceux qui ont des compétences relativement acceptables en matière médicale, puissent venir prêter main forte aux équipes. Donc on a pris les étudiants en 3e année, en 4e année, etc., ceux qui sont en attente d'intégration. On ne peut pas dire qu'ils exercent au mieux. Pourquoi, comme dans certains pays,
n'a-t-on pas uniquement renfloué les formations médicales qui existent? C'est-à-dire que quand vous avez le coronavirus, vous allez à la clinique à côté de chez vous. Parce que là, il y a un médecin qui sait. Peut-être qu'il n'a pas tous les éléments, mais en 1 ou 2 jours. Alors, quand on voit des conditions comme ça, moi, je me dis, les médecins n'ont pas donné tout ce qu'ils auraient pu donner. C'est mon cas. Il y a pas mal de choses que j'aurais pu faire de par ma formation, mais si l'occasion ne m'en est pas donnée, ben je fais ce que j'ai à faire. C'est peut-être pas... vous savez, c'est Martin Luther King qui disait, si vous êtes un balayeur, soyez le meilleur balayeur du monde. Ouais. Si moi je dois ramasser les cailloux, j'essaie d'être le meilleur ramasseur de cailloux du monde, même si je peux m'atteler à la construction d'ouvrages d'art ou bien d'aéronefs, etc. Parce que c'est ça qu'on m'a donné. Mais alors, vous partez de l'opposition aujourd'hui, et je vous pose cette question, quelle appréciation faites-vous de l'opposition camerounaise aujourd'hui, cette opposition que vous laissez? Je crois qu'il s'agit d'une opposition par défaut. C'est quelque chose qui me navre de le dire, mais les leaders de l'opposition ont été beaucoup trop largement influencés par la culture du pouvoir tel qu'on le connaît. Je vous ai dit les résultats qu'on a obtenus en 1992. Imaginez un instant, soit à l'Assemblée, les 92 députés de l'opposition qui disent « nous sommes la majorité et c'est nous qui allons mettre en place le gouvernement ». Vous, le RDPC, vous êtes la minorité avec vos 88 députés. Confinez-vous dans l'opposition. Nous allons revoir la conduite du pays selon nos vues à nous. Ou encore, ça j'ai essayé, les 61% de l'opinion qui ont voté pour des leaders de l'opposition. Dire au président Biya, vous êtes arrivé en tête avec 39%. De par la loi, vous êtes le président. Mais c'est nous qui avons, et de très loin, la majorité de l'opinion. Et nous entendons que le gouvernement soit conduit conformément à la majorité. Vous prenez les décisions, mais vous tenez un grand compte de ce qu'on vous demande de faire. Ça aurait été une opposition responsable et qui créait presque automatiquement l'alternative. Mais quand je dis qu'il y a eu une trop grande pénétration de la culture du parti au pouvoir, c'est que très vite, chacun s'est replié sur lui. L'effet du nombre a été complètement annihilé. Le SDF est devenu le SDF, l'UNDP est devenu l'UNDP, l'UDC, etc. Au point même que très vite, alors que l'UNDP, qui, ayant pris part aux élections législatives, était le deuxième parti, après le RDPC, RDPC 88, UDC, UNDP en avait 68. Mais au sein même de l'UNDP, il y a eu des fractures. Il y a eu Moustapha d'un côté, Issa Chiroma de l'autre, qui sont allés négocier, qui sont entrés au gouvernement. Et le gros de l'UNDP, qui était conduit par Bello, est resté simplement un parti d'assemblée. Alors, quand il a pu, il est remonté au créneau, il a signé avec le RDPC. C'est pour dire que
l'opposition ne s'est pas conçue pour prendre le pouvoir. L'opposition, très facilement, acceptait d'être le deuxième, le troisième ou le partenaire. Seulement, c'était une machine infernale. C'est une machine infernale parce que l'opposition n'avait pas une réelle connaissance des mécanismes d'administration et de gouvernement. Quand vous prenez par exemple le SDF, ils ont gagné l'essentiel des grandes mairies, notamment à Douala, en 1996. Ne maîtrisant pas cette ingénierie, le RDPC a excipé une vieille loi de 74, qui définissait les communes et qui définissait le FECOM. Le rôle du FECOM, c'est d'apporter des équipements et des fonds aux communes. Mais voyant le SDF en bonne place dans la conduite des mairies, le FECOM par un décret de 96, décembre 96, alors que les élections ont eu lieu en mai, décembre 96, on a complètement changé l'approche du FECOM. Le FECOM est devenu le gestionnaire des fonds municipaux. C'est-à-dire qu'au lieu que les mairies touchent leurs fonds et développent leur ville, on a dit qu'on va centraliser ces fonds-là et puis, sous la houlette d'un certain nombre de ministres, on va faire des péréquations qui vont permettre de financer les mairies de toutes les villes du Cameroun. Ça ne s'est jamais vu. Mais parce que l'opposition n'a pas maîtrisé ces éléments et n'a pas non plus créé des conditions pour que des experts qui savent à quoi ça peut correspondre puissent rentrer dans le jeu. Chacun a dit, moi je suis le plus fort, c'est moi le plus gros, c'est moi le plus gros. Le pouvoir a laissé faire et maintenant l'opposition est au plus bas et c'est pour ça que je dis que c'est une opposition par défaut. Elle ne peut plus convaincre personne qu'elle est une alternative au pouvoir. L'opposition telle qu'on la voit là. Telle qu'on la voit aujourd'hui. On dit aujourd'hui, telle qu'on la voit aujourd'hui. Oui. Elle ne peut... Il y a de nouvelles formations politiques qui essaient de faire les choses autrement. Il y a des nouvelles, il y a toujours eu des nouvelles formations politiques. Oui. Il y a toujours eu des nouvelles formations. Il y a eu, au départ, les Diokam n'étaient pas candidats, puis sont devenus candidats. Les Kawala n'étaient pas candidats, ils sont devenus candidats. Cette année, les Cabral Libi n'étaient pas candidats, ils sont devenus candidats. Les Matomba n'étaient pas candidats. Il y a toujours mais c'est pour donner des divers, c'est-à-dire 2-3 députés par-ci, 5 par-là. Le PCRN, c'est quand même 5 députés et une nouvelle formation politique arrivée et créée quelques mois seulement avant la présidentielle, avant les élections, justement, législatives et municipales de février dernier, mais qui parvient à obtenir 5 députés à l'Assemblée nationale, des postes de conseillers municipaux et autres. C'est un travail à saluer tout de même, non, Jean-Jacques? Non, le tout est de savoir la question que vous posez. S'il faut saluer les résultats du PCRN, il faut les saluer. Oui. Et ils sont à saluer. Ils sont véritablement probants. La question est de savoir, est-ce que l'opposition constitue une approche alternative au pouvoir du RDPC? Là, je dis non. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas avec 5 députés que vous allez faire une alternative de 140 députés, d'une part. Et d'autre part, les ressources du pays sont gouvernées par le RDPC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les proviseurs de la République sont des proviseurs du RDPC. Il faut peut-être en voir un qui échappe un peu. Les censeurs, c'est pareil. Les directeurs généraux, c'est pareil. Toutes les ressources du pays sont tenues par le RDPC. Donc d'avoir 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 députés. Que fait-on dans ce cas? On abandonne tous l'opposition et on rallie le RDPC. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Non, chacun a sa vocation. Oui. Chacun a sa vocation. Le travail que personnellement je peux faire au RDPC, c'est pas n'importe qui peut le faire. Pourquoi? Parce que j'ai une histoire. Si je vais au RDPC,
90% des gens me connaissent, Biya me connaît, donc quand je leur parle, ils savent de qui je parle. Mais il y en a qui ont d'autres talents, qui peuvent mieux organiser l'opposition. Ça ne veut pas dire que s'ils viennent au RDPC, ils pourront jouer le même rôle que le mien. Mais pourquoi estimez-vous que l'opposition aujourd'hui ne constitue pas une alternative au RDPC? Au regard des résultats dont nous parlions tout à l'heure, il vaut mieux avoir 5 députés lors d'une élection que de n'en avoir aucun. C'était le cas du MP à l'élection de février 2020 dont nous parlions tout à l'heure. Et bien d'autres formations politiques ont fait des scores honorables. 5 députés, c'est quand même 5 voix qui pèsent, qui portent à l'Assemblée nationale. Moi, je voudrais que nous nous entendions bien. Première chose, je répète, c'est une excellente chose d'avoir 5 députés. Oui. Je d'accord là-dessus. Oui. C'est un effort louable. C'est bien le début de l'alternative, non, au RDPC. C'est là où... Ça aurait été plus 5 députés pour le RDPC. C'est là où on diverge. L'UNDP a eu 68 députés. Ça n'a pas été le début de l'alternative. L'UPC a eu 18 députés. Ça n'a pas été le début de l'alternative. Le SDF a eu 43 députés. Ça n'a pas été le début de l'alternative. Alors, tout d'un coup, nous dire que 5 députés, c'est le début de l'alternative, oui, on peut parfaitement le dire, mais l'approche logique et systématique ne nous permet pas d'aboutir à ces conclusions-là. Parce que des gens qui ont eu 5 députés, 6 députés, 7 députés, on en a eu presque toujours. Oui. Alors, il faut autre chose. Et c'est cette autre chose que l'on n'a pas encore. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est le projet alternatif. Et le projet alternatif, on ne le voit pas. Mais nous ne souhaitons qu'une chose, que ceux qui ont des députés, qui en ont 5, qui en ont 10, qui en ont 15, qui en ont 20, qui en ont 30, qu'ils puissent aller de l'avant. Mais dans le même temps, nous sommes des analystes critiques de ce qui se passe. Est-ce que vous ne le dites pas aujourd'hui parce que vous avez rejoint le RDPC? Je parlais de ces formations politiques. Il y a le MRC, par exemple, le PCRN, dont nous avons parlé, qui anime la scène politique, qui propose effectivement un projet alternatif. Toutes ces formations politiques en proposent, d'ailleurs, ces projets alternatifs-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne dites pas que l'opposition ne porte pas ce projet alternatif parce que vous avez rejoint le RDPC, que vous voyez une opposition fainéante, si je peux m'exprimer ainsi? Non, je pense que je voudrais m'éloigner de la polémique parce que je considère, vu ma position, qu'elle ne sert pas à grand-chose. En 2018, il s'est agi de désigner celui que chacun supportait pour être président de la République. Oui. Nous avons, nous, l'UMP, choisi Paul Biya. Donc, on n'attendait pas qu'on n'ait aucun député pour dire que voilà, comme nous, on n'a rien, on est quelque peu aigri de voir que d'autres partis ont. Non. On a donné les motifs pour lesquels on a pris cette décision. Les éléments sont passés. La campagne nous a indiqué à suffisance que nos points de vue étaient tout à fait raisonnables. Parce que quand je prends point par point les propositions qui ont été avancées par différents candidats sur des points extrêmement précis comme la guerre dans le Nord-Ouest, comme la lutte contre la corruption, je vois qu'il n'y a pas grand-chose. Bon, mais chacun dit ce qu'il a à dire. Alors maintenant, on va aux élections municipales et législatives. Il y a des partis qui en sortent avec des résultats probants, d'autres qui n'en ont pas. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Oui. Maintenant, à partir de ces résultats-là, nous souhaiterions que les alternatives se dessinent. Et on ne les voit pas. Je vois, et on a vu ça ici, parce que ces partis, pour l'essentiel, ont été candidats, même à Douala Premier, soit directement, soit sous d'autres formes. Et l'un des arguments majeurs était la jeunesse. Il faut que la jeunesse prenne le pouvoir, parce que la jeunesse n'est pas une alternative au pouvoir. L'alternative au pouvoir, c'est régler tous ces problèmes-là que l'on voit. C'est régler Boko Haram, c'est régler le Nozo,
c'est régler la corruption, c'est régler l'emprise de l'État, c'est régler la marginalisation de l'opposition. Vous estimez que tous les partis politiques de l'opposition réunis ne font pas de propositions concrètes allant dans le sens du règlement de toutes ces questions-là? Mais vous êtes dans l'imagination. Nous, ce qu'on attendrait que ce soit concret. Mais on attend. Comment peuvent-ils concrétiser? Une formation politique de l'opposition, comment peut-elle concrétiser? Vous n'avez fait que proposer quand vous étiez au MP, mais oui, comment on a eu de nombreuses propositions, hein, du SDF, le CPP, beaucoup de formations politiques qui en proposent tous les jours, mais qui ne sont parfois pas écoutées, comme c'était le cas pour vous au MP, vous l'avez vous-même dit tout à l'heure. Oui, mais... C'est d'ailleurs pourquoi vous avez ADPC en estimant que vous pouvez être mieux écouté. Oui, mais c'est, je crois, dans la Genèse de la Bible qu'on a dit au commencement était la parole. Ouais. Donc, il faut commencer par la parole. Mais la Bible, elle, c'était la parole de Dieu. Donc, la lumière fera et la lumière fut. Ouais. Nous, c'est la parole politique. Et la parole politique, elle est destinée à qui? Elle n'est pas destinée à ceux qui l'écrivent. Elle est destinée à ceux pour lesquels elle doit transformer la société. Et là, j'écoute donc attentivement. C'est vrai, les gens disent beaucoup de choses. Quand les gens disent qu'on va monter le SMIC à 60 000, ils disent beaucoup de choses. Mais quelqu'un qui fait analyse politique, il se demande mais où on va? Quand les gens disent, bon, il y a une insurrection, il faut déposer les armes. Oui, il a dit quelque chose. Mais je crois que précisément la discrimination entre ce qui est fondé et pertinent doit se faire par rapport à ce qui ne l'est pas. Et c'est la recherche de ce qui est fondé et pertinent qui nous intéresse. Donc à chaque fois que vous me direz, il y a ça, je vais peut-être froncer un peu le sourcil et je vais dire, bravo, c'est bon, il y a peut-être une voie là. Mais si vous ne me dites pas ça, vous dites qu'il y a des gens qui parlent, oui, les gens y parlent. Mais encore faut-il que la parole devienne acte. Pour qu'elle devienne acte, il faut qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle soit suivie, il faut qu'elle soit assimilée. Et c'est là où on ne voit pas. Vous disiez dans une précédente émission ici, Jean-Jacques Kindi, que les gouvernants actuels font tout pour maintenir des partis politiques de l'opposition dans la précarité absolue. Vous maintenez cela aujourd'hui. Peut-être c'est la raison pour laquelle vous estimez que l'opposition aujourd'hui... Non, ne liez pas les choses. Ne liez pas les choses. Il y a une approche politique qui veut que les partis d'opposition soient marginalisés. Et nous ne sommes pas seul au monde. C'est vrai que nous avons coutume de dire le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais le Cameroun n'est pas le seul pays démocratique, ni le seul pays où il y a les élections. Oui. Vous prenez la plupart de ces pays, elles trouvent le moyen de nourrir les jeunes pousses politiques. Elles trouvent le moyen pour que les Marine Le Pen, etc., puissent progressivement, les Mélenchon, trouver des moyens de créer des partis. Oui. Ici, ce n'est pas le cas. Vous n'avez rien. Quand vous prenez une situation comme celle-ci, vous avez une élection présidentielle et vous dites pour financer cette élection présidentielle, les candidats auront droit à 30 millions de fonds de campagne. Ces 30 millions, on va leur donner 15 millions au départ et puis à la fin, on va comptabiliser les voix qu'ils ont obtenues et si elles sont suffisantes, on pourra leur donner le solde, c'est-à-dire 30 millions. Mais dans le même temps, vous demandez à ces candidats de déposer 30 millions de cautions qui ne seront restituées que s'ils obtiennent un certain nombre de voix. Ça fait que finalement, ils payent 30 millions de cautions. Les voix qu'ils ont ne leur permettent pas de récupérer les 15 millions. Et c'est le candidat qui finance. Voilà les faits. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de dire parce que je suis en train de partir. Parce que... Non, ce sont les faits. D'accord. Je voudrais qu'on évoque très rapidement, parce que le temps nous tient à la gorge, hein, la crise du Covid-19 dans notre pays. En un mot, quelle appréciation faites-vous de la gestion de cette crise par le gouvernement? J'en ai dit une petite moitié tout à l'heure. Oui. Nous avons pris un peu l'exemple de la France. Je dis un peu, parce que la France a été quand même bien plus intelligente que nous là-dessus. Nous avons des compétences médicales. Mettons-les à l'œuvre. Mais le syndrome centralisateur a fait que immédiatement on pense centralisation. C'est terrible ça. Encore on va dire la Quintini est le centre de référence. Mais le Cameroun c'est 475 000 km².
Pourquoi pensons qu'il ne peut pas y avoir tout d'un coup une flambée de Covid qui vient du Tchad ou du Niger, etc. Il y a des médecins là-bas, formez-les, qu'ils créent un centre minimal à partir duquel il faudra certainement, pour les traitements, parce que les respirateurs, etc., tout le monde n'en a pas. Mais on aura déjà pris en charge le patient. Et sa prise en charge emmène aussi la limitation de sa contagion. Donc, la première des choses eût été celle-là. La deuxième des choses, c'est qu'il faut savoir ce que notre économie est capable de traiter, de supporter. Parce que il est clair qu'on ne peut pas subir ce confinement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce n'est pas économiquement possible. Sinon, on trouvera des centaines et des centaines de morts. Oui. Et comment avez-vous accueilli justement la décision du gouvernement de rouvrir les bars, snack bars et autres lieux de loisirs au-delà de 18 heures, alors qu'une première décision les contraignait à fermer? Oui, moi je considère... Désormais, on peut aller au-delà de 18 heures. Comment vous accueillez cette... Non, je considère que cette mesure a été prise dans la précipitation. Et comme tout ce qui est pris dans la précipitation, c'est pas bon. Regardez dans les autres coins. C'est progressivement. Dans certains pays, même, c'est ville par ville, zone par zone. Pourquoi nous, tout d'un coup, on libéralise tous les débits de boissons du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, etc. Ça n'a pas beaucoup de sens. On a pu identifier des zones qui étaient plus affectées que d'autres. Qu'est-ce qui empêchait que l'on puisse déjà maintenir le confinement dans ces zones-là, et les zones qui n'avaient presque rien, qu'on commence à étudier la possibilité de les libéraliser progressivement. Pourquoi on apprécie ce dont on parle, qu'on voit? Mais là, bon, tout d'un coup, on a dit il faut libéraliser, il faut libéraliser. Et nous attendons de savoir comment les écoles vont ouvrir. On nous dit, bon, les écoles d'examen, le brevet, le probatoire, le baccalauréat. Mais les autres élèves, comment va être jugée cette année? Ce sera une année blanche? Ce sera une année pleine? Dans quel cursus est-ce que les élèves vont rentrer l'année prochaine? Ils vont passer en classe supérieure sans avoir vu peut-être la moitié de leur cours. Donc, il y a tous ces éléments-là. Je suis embêté parce que je n'ai pas de réponse. Peut-être que quand j'aurai la possibilité de me rapprocher des techniciens qui s'en occupent, ils me donneront des réponses qui vont m'apaiser en me disant je n'avais rien compris, les choses étaient bonnes, ou alors qui vont dire que... Mais le troisième problème, le plus important, c'est la reprise. Tout le monde se débat, parce qu'on sait que le Covid va passer, mais il va passer en laissant de gros dégâts, avec des ponctions énormes dans le PIB, etc. En France, on parle de 6%. Les Américains disent, bon, sachant que les choses vont ainsi, on va déjà dégager 2500 milliards de dollars. La France dit, OK, on travaille avec l'Union européenne, mais pour nos propres besoins à nous, il nous faut au moins 120 milliards dans notre collectif budgétaire pour voir comment tout ça va se passer. L'Afrique du Sud dit, il nous faut 26 milliards de dollars américains. Et nous avons dit que les classes vont recommencer le 1er juin. On envisage le 1er juin, c'est dans 3-4 semaines. Oui. 3-4 semaines. Et comment est-ce qu'on va financer tous ces trucs-là? Il n'y aura pas besoin de financement. Alors, c'est tout ça. Alors, il y en a qui disent, oui, mais le Cameroun n'a pas d'argent, c'est pour ça qu'on ne peut pas. Mais les autres, le Sénégal, il a pas d'1 milliard, là. Il a quel argent? On emprunte. Mais pour emprunter, il faut commencer à s'activer. Pourquoi on ne voit aucune activité autour d'un emprunt qui viendrait faire en sorte que le Cameroun redémarre à peu près correctement après le coronavirus? Et ensuite, il y a un autre problème. La France, l'Union européenne, ils vont financer leur redémarrage économique à partir de la Banque centrale européenne. Cette Banque centrale européenne, elle va imprimer des euros. En imprimant des euros, elle va créer de l'inflation. En créant de l'inflation, nous aussi, nous sommes tributaires de cette inflation, puisque nous avons des fonds qui sont logés là-bas et qui sont en fait convertibles en euros. Est-ce qu'on a négocié avec eux pour dire, bon, c'est peut-être pas beaucoup, mais donnez-nous aussi la part d'inflation qui résulte
du traitement. Donc, dernier mot pour sortir, on est en manque d'argent, vous l'avez dit, en manque de kits de protection, notamment pour le personnel soignant, manque de masques et bien d'autres. Mais seulement une organisation nommée Survie Cameroun a fait don justement de ces kits de protection et autres il y a quelques jours au ministère de la Santé publique, mais les dons ont été rejetés. Quel commentaire faites-vous de... Oui, moi je pense que c'est un peu abrupt. Une organisation présidée par le président Kamto, président d'un parti politique, le MRC, s'est lancé dans la collecte des fonds. Bon, la collecte des fonds est très réglementée. Lorsque vous avez une association, l'association, dans la loi camerounaise et même dans les autres lois, ne peut vivre que des fonds qui lui sont apportés par ses membres. Lorsqu'elle a eu une activité suffisamment glorifiante, minimum 4 ans, avec présentation de bilan, elle demande à ce qu'on lui accorde la possibilité d'être une association d'intérêt public. Et lorsqu'elle est déjà une association d'intérêt public, elle demande dans quel cadre elle peut lever des fonds publics. Kamto et ses collègues se sont lancés à corps perdu là-dedans. Il était normal qu'on leur dise, mais non. Sinon, ce serait simple. Moi, Jean-Jacques Kindi, j'aimerais... Est-ce que pour l'intérêt de la nation, on n'aurait pas pu taire ces querelles politiques et autres en ce moment? Le problème, c'est que si nous voulons vivre tranquillement et en paix, il faut qu'on respecte le droit. Mais à chaque fois qu'une urgence va venir, on met le droit de côté. À ce moment-là, vous verrez des truands venir de tous bords. Venez vous demander de l'argent en vous disant il y a une urgence à Bafoussam, il y a une urgence à Daïdo, donnez-moi l'argent. Écoutez, n'écoutez même pas toutes ces histoires de règlement. Donnez-moi d'abord l'argent, je veux sauver les gens. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'ensuite, il faut qu'ils rendent compte. Vous connaissez les scandales qu'il y a eu, notamment sur le sida. Parce qu'il y a des organisations qui étaient chargées de lever des fonds pour le sida. Et quand on a fait les contrôles, on a vu que ces fonds n'ont pas servi pour le sida, etc. Donc, je crois que dès lors que ça a été fait, peut-être que Kamto et ses équipes n'étaient pas informés de ça, ils devaient immédiatement ramener ça à la portion congrue et avoir des associations qui le font. Et une fois que les associations le font, il n'y a pas de problème. Sinon, ça devient compliqué de se mettre soi-même hors la loi. Merci infiniment à vous, Jean-Jacques Kindi, d'avoir accepté cette invitation. On vous souhaite bon vent dans votre nouvelle vie politique, on peut le dire ainsi. Oui, on peut le dire ainsi. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié votre émission parce qu'elle était ouverte. Elle était ouverte. Elle appelait à la réflexion, à la comparaison et j'espère que les téléspectateurs ont pu s'enrichir quelque peu de nos échanges. Merci d'être venu, madame, monsieur. Merci d'avoir suivi cette autre édition de Parole d'Homme. Rendez-vous mardi prochain avec un nouvel invité. Bonsoir.